Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le 27 avril 2018 a été commémoré le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et ce 10 mai sera célébré en France la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Mais quelle résonance ont ces commémorations pour l'Afrique et les Afro-descendants? Quel rapport devons-nous avoir avec ce passé difficile, ce passé douloureux? Quelle est véritablement la profondeur des traumatismes engendrés par l'esclavage? Comment faire face à ce passé qui hante encore l'Afrique et les Afro-descendants? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux universitaires et pas des moindres. Professeur Bemba Bong, vous êtes à la base juriste publiciste, vous êtes spécialiste des razzias négrières, auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'ai ici avec moi, Réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine, publié aux éditions Dagan. Mais vous avez écrit un livre encore plus intéressant, Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe, publié aux éditions Dagan. Dans ce livre, professeur, vous avez tenu à restaurer une vérité historique. Vous avez voulu répondre à la question, les Africains ont-ils vendu leurs frères africains? Et votre réponse, c'est non. Les Africains n'ont pas pu vendre leurs frères africains. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Louis Jochetin, vous êtes vous aussi universitaire, vous êtes auteur de ce livre « Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire » publié aux éditions Stock. Vous avez un combat, je dirais même un triple combat, celui contre l'oubli, parce que c'est très important pour vous que la mémoire de l'esclavage soit préservée, qu'on n'oublie jamais que ce crime a existé. Puis le deuxième combat, c'est celui d'une reconnaissance effective de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité. Le troisième, c'est celui justement de la réparation. Merci Louis Jochetin d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est se souvenir de ce pan de l'histoire de tout un continent qui a vu partir des millions de ses fils. Mais c'est aussi s'interroger sur ce que nous faisons de ce passé, sur notre rapport à ce passé. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Au XVe siècle, l'histoire de l'humanité sera à jamais marquée par la traite des Noirs. Entre 10 à 12 millions d'Africains réduits en esclavage vont être acheminés en Amérique, où ils vont travailler dans les plantations. Un événement qui a marqué de façon particulière le cours de l'histoire de tout un continent, le continent africain, au nombre actuel de 54 pays au total. Très tôt, les pays européens ont eu un fort désir de s'approprier davantage de territoires et de richesses. Ils ont lancé des expéditions pour découvrir de nouvelles terres à exploiter et à coloniser. Leur boussole les oriente vers le continent africain. Objectif, y prélever ces bras valides. Un projet qui ne va pas se réaliser sans violence. L'Afrique sera ainsi démographiquement anéantie. Les Européens ont embarqué durant plus de 3 siècles sur leurs bateaux négriers les Africains les plus forts et les plus vigoureux. C'est le début d'un commerce inhumain qui va vider le continent de ses fils les plus valides et les plus robustes pour d'autres destinations, les États-Unis, les îles des Antilles, le Brésil ou Haïti. Les esclaves provenaient essentiellement de la Gambie, du Sénégal, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Dahomey et du Nigeria. Issu donc de la pratique de la traite négrière sur les côtes de l'ancien royaume du Dahomey, du territoire qui est devenu le Bénin actuellement. C'est des sites, en fait c'est des sites où la traite a été pratiquée. Et nous avons différents types de sites. On a des sites où les esclaves sont, disons, attrapés, collectés. On a des sites où on les a parqués. Et on a des sites où les esclaves étaient marqués au fer, triés, pour être vendus sur un marché d'esclaves, puis ensuite embarqués vers les Amériques ou le Nouveau Monde, de façon générale.
L'esclavage a eu des impacts considérables, des bouleversements sociaux, culturels, économiques, idéologiques et même politiques. Une tragédie humaine qui mérite, selon certains, d'être qualifiée de génocide. Pour moi, on peut parler de génocide, ce qui s'est passé en Afrique, parce que le colonisateur, lorsqu'il est venu, il a voulu nous imposer sa domination en passant par la terreur, en détruisant des villages entiers, en tuant les résistants, en imposant, sa force sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan religieux. Donc il a voulu effacer l'homme africain avec toutes ses valeurs, avec toute sa culture. On ne peut parler que de génocide. Le génocide n'est rien d'autre que l'extermination d'une communauté ou d'une culture. Selon certains historiens, plus de 400 millions d'Africains auraient quitté le continent, ce qui fait de cette traite la plus grande déportation de tous les temps, qui a laissé un traumatisme toujours palpable. Le dépeuplement du continent africain de ses bras les plus valides est la première et la principale conséquence directe de la traite négrière. Lorsqu'on parle de 400 millions, on fait état du travail qui a été réalisé par l'épouse de Cheikh Anta Diop, Maïs Diop, dans le calcul donc sur la période historique des victimes au sens global des razzias négrières et de l'esclavage. Là, on ne parle pas simplement des gens qui ont été déportés, on parle depuis la mise en place des razzias sur le continent, de la totalité des victimes et y compris, je dirais, du gouffre démographique que ça a engendré au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que nous parlons de 400 millions. Maintenant, ce qu'il faut voir dans ce récit, c'est que vous avez une guerre qui est déclarée de façon unilatérale par les Européens à l'Afrique. Nous sommes dans une situation de rapport de force totalement inégal, puisque très tôt, on voit arriver sur les côtes africaines des comptoirs, des châteaux forts, et c'est à partir des châteaux forts qu'on va véritablement, que les Occidentaux vont organiser de façon donc à grande échelle cette déportation massive. Démographiquement, culturellement, économiquement et même politiquement, le continent africain a encore du mal à se remettre de ce qui est encore considéré comme la pire des tragédies de l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui est du récit. Alors, messieurs, nous abordons une problématique très vaste et très complexe. Nous allons essayer de circonscrire notre débat autour de quelques points pour tirer meilleur profit donc de notre émission. Professeur, dans votre livre « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe », vous avez tenu à battre en brèche ce que vous appelez la falsification de l'histoire. Et vous dites l'Africain de cette époque-là ne peut pas avoir vendu d'autres Africains. Quelle est pour vous l'importance de cette vérité? Oui. D'abord, ce qu'il faut remarquer sur l'histoire de notre peuple, c'est que nous sommes le seul peuple au monde dont les autres écrivent l'histoire. Les Africains n'ont jamais écrit leur propre histoire. C'est ceux qui viennent les agresser qui écrivent cette histoire. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons utiliser une sorte de terminologie. Il ne faut plus dire la traite des Noirs. Parce que dans la traite, il y a comme un commerce. Des gens qui ont... C'est ce qu'ils veulent faire croire d'ailleurs, puisqu'on nous dit que les rois africains vendaient les gens sur les côtes. On ne sait pas sur l'invitation de qui. On ne sait pas avec quel montant on les a payés. Il faut dire les razzias négrières transatlantiques. D'accord. Donc, expliquez-nous, professeur, comment se déroulaient alors très rapidement ces razzias et qui en étaient les auteurs? Oui, il se trouve que les Occidentaux, j'aurais pu vous lire les textes de Pigafetta. D'abord, vous voyez que l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui, le continent africain n'a pas connu ce système d'exploitation des hommes ou de leur utilisation. Je rappelle que les Slaves qui sont ici en Europe, le nom de Slave vient des slaves. Ça veut dire que l'Europe a toujours été un pays négrier. Un continent esclavagiste. De la même manière, Rome, on connaît l'histoire de Rome, la Rome antique, et ainsi de suite. Bon. De la même manière que les Arabes, c'est un peu les enfants d'Abraham, c'était leur façon d'aller chez les autres et d'aller les exploiter. Bon.
Alors, à partir de ce moment, il est arrivé que les Occidentaux se rendent compte qu'ils avaient affaire à un continent qui devait se développer. Ils sont en train d'exterminer les Caraïbes, là où on connaît aujourd'hui la Martinique, la Guadeloupe et tout ça. Oui. Et ils ont besoin d'une main-d'œuvre gratuite. Bien. Et il se trouve que l'Afrique, oui. Et c'est là que nous avons une réflexion, nous aurons une réflexion à faire sur l'excès de spiritualité de l'Afrique. Ils vont sur un continent. Il y a même des gens qui pensaient que quand les Européens venaient en Afrique, c'était des frères, des hommes, des êtres humains qui avaient faim. Parce qu'on ne comprend pas qu'ils quittent leur continent pour venir débarquer sur les côtes. On a cru que c'est la famine qui les ramenait. De telle manière qu'il y a des scènes où on les recevait même, on les logeait, on les nourrissait. Alors l'hospitalité africaine, voilà. telle qu'on la connaît. Alors, mais la question porte sur la logistique, l'opérationnalisation de ce que nous avons appelé après crime contre l'humanité. Vous dites, ils ont pris tout le monde de force et pendant les 3 siècles et demi, jamais des Africains n'ont pu capturer d'autres Africains qu'ils ont vendus. C'est ce que vous avez tenu à restituer comme vérité historique dans ce livre. Mais tout à fait. Je rappelle que pour que nous sachions, pour que les Africains comprennent ce qui s'est passé, nous devons savoir comment fonctionnaient les institutions en Afrique. Pré-esclavagistes. Pré-esclavagistes, comme on dit. Bien. Parce que les rois africains, contrairement à ce qu'on croit, oui. il y a Diodore de Sicile, qui le dit très bien, le roi était d'essence divine. Et contrairement à ce qu'on croit, le roi africain n'était pas un homme aussi puissant au sein de son peuple, parce qu'il avait la responsabilité de s'occuper de son peuple. Et lorsqu'il prenait le pouvoir, il était presque nu, pour qu'on lui fasse comprendre qu'il est là pour s'occuper de son peuple, et non comme le roi Soleil, qui vient, qui domine tout le monde. Dès qu'il entre quelque part, tout le monde doit se courber. Mais professeur, il y avait des conflits, des guerres entre royaumes en Afrique précoloniale, non? Pour le moment, on ne nous a pas démontré où ces guerres-là ont eu lieu. Bien. D'accord. Et quelles conséquences elles ont eues. D'accord. Alors, mais très rapidement, professeur, on pourrait vous dire, qu'importe, le mal est fait. Oui. Qu'importe qui a vendu qui ou qui a été complice de qui ou qui est victime ou acteur, le mal est déjà fait. On pourrait vous dire que finalement, ça n'a pas grande importance de savoir si les Africains ont participé activement, directement et de façon volontaire à la traite ou pas. Vous avez dit qu'il ne faut pas parler de traite et vous avez raison. On dira au crime de l'esclavage ou pas. Vous pensez que c'est important cette vérité historique-là? Professeur. La première chose est que nous devons savoir qu'il ne faut pas accepter n'importe quelle terminologie. D'abord, je rappelle que ce que l'on ne sait pas, c'est que l'océan Atlantique est le plus grand cimetière de cette planète. Vous l'avez dit, effectivement. Bien. Parce que on nous dit, ceux qui écrivent notre histoire, il y en a qui vont dire il y a eu 10 millions d'habitants qui sont partis. Je rappelle, il y a un de nos compatriotes qui l'a rappelé tout à l'heure sur le travail de la femme de Cheikh Anta Diop, sur la base de la démographie comparative. Oui. Il est parti rien que du Congo, de l'Empire du Congo, parce qu'on ne le cite pas. Il y a un ouvrage qui en témoigne, un homme d'église, 14 millions d'habitants. Rien qu'à partir du Congo. Oui. Mais professeur, ça c'est ce qui est du fait, c'est ce qui est du récit. Nous reviendrons et vous nous direz tout à l'heure les conséquences, l'impact de ce drame sur encore l'Afrique d'aujourd'hui. Louis, Georgetin, on le voit, le rapport est très compliqué que les Africains et les Afro-descendants ont à se passer. Quelle doit être la pédagogie aujourd'hui? Comment doit-on se positionner par rapport à ce passé? Que peut-on faire pour dépassionner le rapport à ce difficile, à ce douloureux passé? La pédagogie, déjà, c'est la vérité. Sur toute cette histoire, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits. Il y a donc ce que j'appelle du révisionnisme de masse.
Par exemple, on nous dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Déjà, je dis c'est faux. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est 3 crimes contre l'humanité. En même temps. Il y a d'abord des massacres coloniaux. Les négriers eux-mêmes le disent, pour avoir un esclave vivant, il faut tuer entre 2 et 5 personnes. Parce que bien sûr, les gens ne se laissent pas attraper comme des moutons. Ils se battent pour se défendre eux-mêmes, pour défendre leurs femmes, les maris, les enfants, les amis, les parents. Donc, il faut déjà considérer... Il y a eu de la résistance. Hein. Évidemment, évidemment. Donc, il faut déjà considérer que les premières victimes sont des Africains morts en Afrique. Et ça, c'est des massacres coloniaux, c'est un crime contre l'humanité. Premier crime. Premier crime. Ensuite, les gens qui sont déportés à travers l'Atlantique ou alors vers l'Est, ça c'est un deuxième crime. La déportation, c'est un crime contre l'humanité. Et puis troisième crime, la réduction de l'esclavage dans les territoires des Amériques ou de l'océan Indien. 3 crimes, c'est pas la même chose qu'un seul crime. C'est vrai. Lorsqu'on nous dit, par exemple, l'esclavage a été aboli en 1848 en France, on va se recueillir devant la tombe de Victor Schœlcher, comme M. Macron l'a fait récemment. Oui. Mais c'est faux. Puisque lors de la seconde vague de colonisation qui commence au XIXe siècle, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, il y a 2 vagues. Une première vague qui commence avec la soi-disant découverte du Nouveau Monde et qui se termine officiellement au XIXe siècle. Et puis une deuxième vague qui commence au XIXe siècle, 1830 l'Algérie, puis le Maroc, le Sénégal, le Congo, l'Indochine, jusqu'aux années 60, 1960. Eh bien, là aussi, on a remplacé l'esclavage colonial par une colonisation esclavagiste. Ce qu'on appelle le travail forcé. Le travail forcé. Le travail forcé dans nos colonies a tué autant de gens. Que pendant l'esclavage. Que pendant l'esclavage en France, dans les colonies françaises. Ça a duré moins longtemps, mais c'est sur un territoire très très vaste. Ça veut dire que cet esclavage nouveau, déguisé, qui a été dénoncé comme tel par des Français, par Comment Régis. Expliquer ce mensonge et cette falsification de l'histoire? C'est quelque chose de très récent. C'était à l'Assemblée, c'était dénoncé à l'Assemblée nationale en France. Par exemple, le Congo-Océan. Le Congo-Océan a été dénoncé. En RDC, on sait effectivement les millions, peut-être 10 millions de morts avec les mains coupées. Léopold dit « je vais combattre l'esclavage organisé par les Arabes » et il tue plus de gens que les Arabes. Et cela a continué jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc on nous dit oui, c'est une histoire ancienne, Colbert, tout ça. C'est pas aussi ancien que ça. Tout ça a duré, en France en tout cas, jusqu'en 1946, date de la loi Houphouët-Boigny, le député de la Côte d'Ivoire, futur président, et même dans d'autres territoires, ça a duré jusqu'aux années 60. Donc déjà, établissons les faits. Ce n'est pas un crime, c'est 3 crimes. C'est pas 1848, c'est 1946. Et il ne faut pas oublier, il faut toujours le rappeler et même l'enseigner. C'est cela qu'il faut enseigner, aux enfants. Et c'est cela que les gens ne savent pas. Oui. Et quand M. Macron va... il est peut-être ignorant, mais quand même, il va se recueillir devant la tombe de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, le pauvre, n'a rien aboli. Lui-même, quand il était sénateur de Paris à la fin de ses jours, il disait « Nous sommes en train de recréer ce que nous avions nous-mêmes soi-disant aboli. » Je le sais bien, c'est moi qui avais signé le décret Schœlcher. Donc Schœlcher lui-même dénonçait le travail forcé. Donc vous voyez, ça c'est une histoire beaucoup plus récente et dont on parle encore moins. Donc c'est une histoire mondiale. Le professeur a raison de ne pas dire, de dire ce n'est pas une traite. Moi, c'est ce que j'appelle la Première Guerre mondiale. C'est Car ça. des gens qui sont des commerçants, qui débarquent sur les côtes de l'Afrique avec des canons, des fusils, ce ne sont pas des commerçants. La traite, c'est des traités, ça suppose effectivement un accord. Des gens qui arrivent pour faire des traités avec des fusils et des canons, ça s'appelle des bandits, c'est la Première Guerre mondiale. Et vous avez raison. Alors, professeur Bemba Pong, dans votre livre « Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe », vous évoquez plusieurs concepts. Vous parlez de mémoire génétique, vous parlez de phénomènes dynamiques, vous parlez de méta-bloquants, mais vous parlez surtout de quelque chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est le conditionnement subliminal. Et pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, vous dites, quand tu dis à ton enfant qu'il est bête et idiot, quand il va grandir, il sera de toute façon bête. Il sera bête. Et vous ramenez à l'Afrique, vous dites, à force de répéter à l'Africain qu'il est pauvre, inférieur et incapable, vous pensez que les Africains ont fini par l'intégrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont assis sur d'immenses richesses qu'on ne trouve nulle part au monde et ils commandent l'aide au développement. Mais tout à fait. Je vais relever pour aller dans le même sens que le compatriote. Il y a même une guerre plus récente sur laquelle les livres sont en train de sortir. La France a mené au Cameroun une guerre qui a commencé dans les années 50 et qui a fait
peut-être que des millions de morts. Et on ne le sait pas. Le Cameroun est le pays qui a tenu tête à la France parce que le Cameroun réclamait son indépendance. Et jusque dans les années 60, les massacres continuaient au Cameroun. C'est cette guerre qui a fait partir beaucoup de jeunes Camerounais. Bon, pour revenir à la mémoire génétique, oui, expliquez-nous dans quelle mesure, dans quelle proportion les descendants des esclaves ou les descendants de ceux qui ont été victimes de l'esclave perpétuent ce complexe d'infériorité qu'on a inoculé à leurs ancêtres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'abord, nous n'écrivons pas notre histoire. Bien. Lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique, c'est comme si avant l'arrivée de l'Occident, et c'est ce qui induit beaucoup de soi-disant intellectuels africains dans l'erreur la plus terrible. C'est des gens qui croient que avant l'arrivée des Européens en Afrique, mais nous étions des petites tribus qui couraient dans la forêt. Et les Blancs nous ont apporté la civilisation. Donc, alors, à partir de ce moment, au lieu de vous rendre compte que vous avez été agressé, vous devez saluer votre agresseur parce qu'il vous a apporté la civilisation. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est une astuce incroyable. Il y a un monsieur qui raconte n'importe quoi sur les Rajas négrières. Le Sénat français le décore tout de suite. Bon, parce que c'est eux qui écrivent notre histoire. Et une fois qu'ils l'ont écrite, vous allez voir dans les manuels d'école, les manuels scolaires, c'est cette histoire qu'on nous enseigne. C'est-à-dire que les Blancs sont venus nous apprendre la civilisation. Avant qu'ils ne viennent, nous ne savions rien. Je propose, professeur, qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.